Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez passer de jeune entrepreneur riche à jeune entrepreneur très riche mais dépressif. Je viens de passer la pire année de ma vie. J'ai vécu 12 mois horribles et j'ai même pour la première fois de ma vie envisagé de me suicider. Mais Yomi nous rassure. Il affirme avoir identifié la cause de ses problèmes et nous livre même 8 clés pour surmonter la dépression et l'anxiété. Problème, mon petit doigt me dit que Yomi n'a rien réglé du tout. Je ne suis ni psychologue ni psy quoi que ce soit, et la théorie que je vais développer ici n'engage que moi, parce que dans cette théorie, Yomi est un menteur. Et après avoir lu une dizaine de livres, parlé à certains des meilleurs psychiatres du monde et m'être formé sur le sujet pendant des centaines d'heures, j'ai décidé de faire cette vidéo afin de partager avec vous les 8 étapes qui m'ont permis de sortir de la dépression. Quand Yomi affirme avoir trouvé les clés pour sortir de sa dépression, c'est un mensonge. Alors pas un mensonge qu'il nous raconte délibérément, mais un mensonge qu'il se raconte à lui-même. Je suis un vrai petit garçon. Pour les connaisseurs, c'est un peu comme dans Game of Thrones quand Arya dit à Jaqen H'ghar qu'elle déteste le limier. Je le détestais. Ce n'est pas un mensonge. Cette fille ment. À moi. À elle-même. Arya veut détester le limier parce qu'il a naguère tué son ami. Mais plus tard, ils se retrouvent forcés de collaborer ensemble, alors inconsciemment, Arya commence à éprouver de l'empathie pour le limier. Donc, consciemment, elle le déteste, mais inconsciemment, elle l'aime. Dans ce genre de situation, il y a un conflit entre le moi et le soi. Le moi, c'est notre ego, notre partie consciente de nous-mêmes, et le soi englobe le moi et inclut nos désirs inconscients. Et donc, quand le moi s'écarte du soi, on fait face à ce qu'on appelle de la dissonance. Et face à la dissonance, deux manières de réagir. Soit on donne plus de place au moi et à notre ego, et la vie se chargera de nous donner des coups de fouet. Soit on fait taire notre ego pour l'aligner avec nos désirs et nos besoins inconscients, et on trouve notre vraie place dans le monde. Mais revenons à Yomi et commençons par le commencement. Pourquoi partir du postulat de base que Yomi se ment à lui-même ? Beaucoup de psy, beaucoup de médecins, quand vous leur dites que vous avez de l'anxiété, quand vous leur dites que vous êtes déprimé, fatigué, que vous avez du brouillard mental, ils vont automatiquement penser que vous avez un problème mental. Mais ce qui peut se passer, et c'est ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que vos problèmes mentaux viennent en fait d'un problème physique, d'une maladie que vous avez. Pour Yomi, la cause de sa dépression provient d'un problème physique, l'hyperparathyroïdie. J'ai une hyperparathyroïdie. C'est une inflammation d'une glande qui se trouve sur la thyroïde. Du coup, à cause de cette inflammation, il y a trop de calcium dans mon sang. Ce qui, en fait, à terme, sur plusieurs mois, plusieurs années, provoque des dérèglements du cerveau et produisent de l'anxiété, de la dépression, bref. Le problème avec cette explication, c'est que sa conclusion est fausse. L'hyperparathyroïdie induit bien une hausse du calcium dans le sang, et il est vrai que certains patients sont aussi atteints de dépression. Mais déjà, il n'y a pas de lien de cause à effet direct entre les deux. Même s'il y en avait un, ça ne suffirait pas à incriminer l'hyperparathyroïdie comme étant une cause à la dépression. Prenez cette étude au Canada. Elle nous montre qu'un quart des personnes qui se donnent la mort sont alcooliques. Ici, on a un lien direct entre alcool et suicide. Partant de là, il est tentant d'incriminer l'alcool comme étant une cause du suicide. Pourtant, une autre étude d'Émile Durkheim, le père de la psychologie sociale, montre que s'il est vrai que les alcooliques se suicident plus, c'est aussi dans les régions où l'on consomme le plus d'alcool par habitant qu'on se suicide le moins. Durkheim démontre ainsi que malgré le lien direct entre alcool et suicide, ce n'est pas l'alcool qui fait déprimer jusqu'au suicide, mais à l'inverse, ce sont les personnes déprimées qui sombrent dans l'alcool jusqu'à se donner la mort. Donc, dans le cas de Yomi, est-ce que ça ne pourrait pas être son corps qui a réagi à un surmenage de stress et de mal-être, qui a engendré son hyperparathyroïdie? Depuis cette opération, chaque semaine, chaque mois, je vais un petit peu mieux. Je vais un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. C'était presque il y a 1 an que ça s'est passé et je suis toujours pas à 100%. Malgré que son hyperparathyroïdie soit soignée, Yomi peine quand même à retrouver un état d'esprit serein et donc, il se pourrait bien qu'il y ait une autre cause à sa dépression, une cause plus profonde, inconsciente et non identifiée par Yomi. Et si c'est le cas, Yomi va replonger tôt ou tard. Ça fait plusieurs semaines que j'hésite à faire cette vidéo parce que je vais parler de quelque chose de très personnel. Mais je suis en train de me forcer
à le faire parce que je suis convaincu qu'elle peut avoir un impact très positif sur énormément de personnes. Déjà, j'aimerais saluer l'initiative de Yomi d'avoir fait cette vidéo. Parce qu'au-delà du fait que c'est très difficile de parler de sa dépression, pour Yomi, il y a une vraie prise de risque parce que tout le storytelling, toute l'histoire autour de son business est basée sur sa success story. Et donc, le fait qu'il mette en péril son image publique en parlant de sa dépression au profit de la santé mentale de ses abonnés, ça démontre que Yomi est quelqu'un qui place la bienveillance au-dessus de sa réussite. Malgré toutes ses bonnes intentions dans sa vidéo, Yomi se plante avec ses 8 clés pour surmonter la dépression et l'anxiété. Je vais être très clair, tous les conseils qu'il donne sont de bons conseils. Mais le problème, c'est que pour la grande majorité d'entre eux, ils ont une seule vocation, rebooster notre accomplissement personnel. Une grosse source de dépression, c'est d'avoir aucun objectif vers lequel on avance. Ça peut être devenir bon dans un sport, ça peut être améliorer votre carrière, votre business, gagner plus d'argent, vous lancer dans un hobby et juste trouver un truc dans votre vie que vous allez améliorer tous les jours et sur lequel vous allez travailler. Sauf qu'en réalité, quand on fait de la dépression, se préoccuper de son accomplissement personnel, c'est la dernière chose à faire pour aller bien. Selon le psychologue Abraham Maslow et sa célèbre pyramide, nous devons combler 5 besoins pour nous sentir en paix. 1. Les besoins physiologiques. C'est les besoins fondamentaux pour survivre, comme boire, manger, dormir, respirer. 2. Les besoins de sécurité. Une fois les besoins physiologiques satisfaits, les individus recherchent la sécurité physique, la stabilité financière et la santé. 3. Les besoins sociaux. Ces besoins englobent les relations sociales, la famille, l'amitié, l'amour et le sens de l'appartenance à un groupe. 4. Les besoins d'estime. Respect de soi et des autres, la reconnaissance, la confiance en soi et l'indépendance. 5. Le besoin d'accomplissement de soi. Ce dernier niveau englobe le désir d'accomplir son plein potentiel, de se développer personnellement et de rechercher des expériences enrichissantes. La théorie de Maslow nous dit que les besoins inférieurs doivent être satisfaits avant que nous puissions satisfaire les besoins supérieurs. Par exemple, quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité n'est pas préoccupé par le désir d'accomplir son potentiel. Et malheureusement, si on tombe dans la dépression et qu'on travaille uniquement sur son besoin d'accomplissement au détriment des autres besoins, alors on va droit dans le mur. C'est comme si notre voiture tombait en panne à cause d'un défaut moteur et que pour la réparer, on mettait une meilleure huile moteur. Notre voiture ira mieux, mais en continuant à rouler avec un défaut moteur, tôt ou tard, ce sera la casse. Et donc si Yomi puise dans sa volonté pour travailler son accomplissement personnel, alors qu'un autre de ses besoins plus profonds n'est pas comblé, alors il va finir par casser le moteur. J'ai même pour la première fois de ma vie envisagé de me suicider. Depuis Émile Durkheim, on a une idée assez précise des causes qui poussent un homme à mettre fin à ses jours. Le suicide n'a rien à voir avec un défaut d'accomplissement, mais il a à voir avec un défaut d'intégration. L'être humain étant un animal social par nature, s'il est rejeté par sa famille et ses amis, ou s'il se sent seul, exclu, voire en conflit avec ses groupes sociaux, eh bien, pour lui la vie n'a plus de sens, alors il tombe en dépression, et dans les cas extrêmes, il met fin à ses jours. Autre raison qui mène au suicide est connexe à la première, et c'est l'anomie. L'anomie, c'est un état de confusion ou de désorientation sociale quand les normes et les règles qui donnent un sens à la vie sont affaiblies ou absentes. Exemple, au 19e siècle, à une période où la religion avait encore un profond impact dans les mœurs des individus, on s'aperçoit qu'entre les protestants, les catholiques et les juifs, à tous les coups, ce sont les protestants qui se suicident le plus. Pourtant, ces trois religions promeuvent une vision du monde et des valeurs assez proches. Mais la différence fondamentale, c'est que chaque protestant est libre d'interpréter la Bible à sa convenance, et donc les pasteurs se battent entre eux pour savoir qui aura la meilleure interprétation de la Bible. J'écris parce que je défends les Écritures. Vous ne défendez pas les Écritures, vous venez interpréter les Écritures. A l'inverse, chaque évêque, chaque prêtre, chaque rabbin ont un même discours unificateur. Les protestants ont donc un cadre plus fragile auquel se raccrocher, et donc, en cas de désociabilisation, ils se tuent plus que les autres. Une super série qui m'a été recommandée par une personne que j'ai accompagnée et qui illustre parfaitement l'anomie protestante, c'est Au nom du Père. Elle est peu connue parce que diffusée par Arte, mais croyez-moi, elle vaut le détour. God is great. Which God? Just God, my friend. Bref, sachant tout ça, on est en droit de se demander si la nouvelle vie de multimillionnaire de Yomi n'induirait pas chez lui un problème d'alignement qui provoquerait une perte de sens, une détérioration de ses relations sociales, voire les deux. Je suis né en Suisse, dans le canton de Vaud, à Lausanne. Mon père venait du Nigeria, il était immigré, sans papier. Ma mère, elle a jamais fait d'études supérieures, donc vivait dans un HLM au 8e étage. Bref, j'avais pas beaucoup quand j'étais jeune. Et quand je suis allé vivre une semaine avec mon meilleur pote de l'époque, donc ils avaient une énorme villa avec une
super vue sur le lac Léman. J'ai vu la qualité de vie qu'ils avaient, la liberté qu'ils avaient et je me suis dit Yomi, il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour arriver à avoir du succès, à avoir une liberté financière. Ici, on voit que Yomi fait le lien très jeune entre niveau de bonheur et argent. Donc à partir de ce moment, j'ai demandé à plein de gens comment est-ce qu'on fait pour réussir dans la vie, comment est-ce qu'on fait pour être riche au final. Ce qui est étrange, c'est que pour sa mère, Yomi n'est pas du tout intéressé par l'argent. Yomi, il se prend vraiment pas la tête. C'est quelqu'un qui est pas du tout matérialiste. Yomi, pas du tout matérialiste? Yomi, il se prend vraiment pas la tête. Un peu moins connu que Rolex par exemple, c'est un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus cher. C'est quelqu'un qui est pas du tout matérialiste. On découvre les montres que j'ai achetées. Pour faire simple, un Daytona Osterflex en or rose actuellement on est autour de 40 000 €. Et ça on est sur une pièce qui aujourd'hui cote autour de 150 000 €. Il a pas du tout changé. Malgré ce que je viens de vous montrer, la mère de Yomi a raison. La base est vraie, il a grandi dans une famille où on avait des moyens modestes. La base est vraie, mais c'est vrai que pour donner envie aux autres, il faut aussi montrer le succès. Ce qui met en scène, c'est les symboles de la réussite. Tout ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, 150 millions d'euros en 5 ans, 17 habitudes qui te feront devenir riche, 8 idées de revenus passifs, comment je gagne 52 000 € par semaine, tout n'est qu'une mise en scène. Yomi nous le confirme indirectement dans sa vidéo sur sa dépression. L'état mental, il vient pas que de l'extérieur. Sinon, ce serait impossible qu'il y ait des milliardaires qui se suicident et que j'ai certains de mes cousins au Nigeria qui sont 10 fois plus heureux que moi alors qu'ils gagnent 500 balles par mois. Yomi est donc bien conscient que les belles montres et les belles voitures ne rendent pas heureux. Mais pourtant, il en fait l'apologie dans toute sa com. Là, on a les statistiques du mois. C'est typiquement ce genre de problème d'alignement qui peut créer de l'anomie. Rappelez-vous, c'est cette perte de sens, cet état de confusion mentale qui peut être une cause au suicide. Mais ce n'est pas tout. Pour acquérir ses premiers millions, Yomi a utilisé des business à l'éthique attaquable. On a un site, une boutique en ligne qu'on va créer à l'aide d'un outil qui s'appelle Shopify qui permet à n'importe qui de créer un site. Pas besoin d'être informaticien, n'importe qui peut créer un site. Vous allez mettre des produits que vous trouvez par exemple sur AliExpress, vous le mettez sur votre boutique et ensuite vous allez faire venir des clients. Pour faire venir ses clients et les convaincre d'acheter un pull, on utilise tous les moyens publicitaires possibles, Facebook, Google. On paye aussi des influenceurs qui vont vanter le produit. Le dropshipping, c'est du marketing. Alors pourquoi certains dénoncent les problèmes d'éthique du dropshipping? Parce qu'une fois que vous avez payé le produit sur AliExpress, la pub sur Facebook et Google et les influenceurs, et que par-dessus vous appliquez encore votre marge, les clients finaux se retrouvent à payer entre 3 et 10 fois le prix de ce qu'ils auraient payé sur AliExpress. Par exemple, cette montre vendue 15 € sur AliExpress se retrouve à 69 € sur cette boutique, soit 4 fois plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des années, il est devenu de plus en plus difficile de réussir grâce au dropshipping. Facebook et Google font la chasse aux dropshippers. Facebook, compte désactivé. Tout le monde l'a vécu si vous faites des publicités Facebook. Et les influenceurs promeuvent de moins en moins ce genre de produit, de peur de perdre la confiance de leurs abonnés. Vous pouvez commander votre montre Full Watch à 39,99 €. Alors on a l'impression de faire une superbe affaire et on a vu que sur certains sites, on pouvait la trouver à 33 € ou même 13,50 €. Alors, pour continuer à grossir, Yomi a eu une idée de génie. Plutôt que de créer des boutiques en ligne de dropshipping qui allaient être de plus en plus difficiles à maintenir, il allait lui-même devenir influenceur et vendre ses propres produits, des formations pour devenir riche grâce au dropshipping. Et résultat, ça cartonne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'1 an. Let's go! Devenir riche sans aucune retenue. Après avoir généré plus de 50 millions d'euros à travers tous mes business. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, cette pratique n'est pas au goût de tout le monde. Si vous avez déjà une activité de dropshipping, ou pire, si vous vendez des formations en dropshipping pour apprendre d'autres gens à le faire, écoutez-moi bien, vous êtes des énormes... Et donc, par rapport à d'autres entrepreneurs qui suent sang et eau parce qu'ils se creusent la tête pour trouver une idée de produit, lever des fonds, itérer sur des versions et des versions qui ne fonctionneront peut-être jamais, Yomi, lui, y est parvenu grâce à des raccourcis qu'il exclut automatiquement des cercles des autres entrepreneurs de la même acabit que lui. Je fais gaffe à qui je m'associe, je ne vais pas voir n'importe qui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Yomi m'a contacté juste avant votre énorme buzz. Et quand il y a eu le buzz, c'était trop marrant parce que je me suis dit, oh là là, je l'ai échappé belle, non, je rigole.
C'est exactement comme Jimmy McGill de la série Better Call Saul, qui, frôlant toujours avec la légalité de ses actions, ne trouve jamais sa place au milieu des autres avocats. Je te signale que moi, j'ai sué sang et eau pour en arriver là, et je devrais te considérer comme un de mes pères, parce que toi, tu y es arrivé par tes raccourcis. Moi, c'est toute ma vie que j'ai dédiée à ce métier. On se glisse pas là-dedans négligemment comme dans une vieille paire de bottes en raflant au passage des lauriers qu'on ne mérite pas. Mais alors, si vraiment c'est le business de Yomi qui l'isole, elle lui fait perdre le sens à sa vie, pourquoi ne s'en rend-il pas compte? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas sa retraite tout simplement? On connaît tous quelqu'un victime d'une relation toxique et qui refuse d'en sortir. Pour l'exemple, appelons le toxique John et sa victime Debra. Au début de la relation, tout est tout beau tout rose. John joue au courtisan idéal et Debra est sur un petit nuage. Alors, elle le présente à sa famille et à ses amis en disant que c'est quelqu'un de merveilleux. Mais petit à petit, le loup sort de la bergerie. Les petites intentions disparaissent. John force Debra à faire des choses pour lui alors qu'elle avait prévu de passer du temps avec ses amis. Clairement, cette relation ne la satisfait plus. Debra pourrait mettre un terme à cette relation, mais elle a la boule au ventre. Debra subit une pression interne parce qu'elle est une personne cohérente et ne veut pas jeter l'éponge à la première difficulté, mais elle subit aussi une pression externe. Parce qu'après avoir présenté John comme étant quelqu'un de merveilleux, elle n'ose plus faire machine arrière de peur de passer pour quelqu'un d'incohérent aux yeux des autres aussi. Alors, Debra va faire des sacrifices. Et là, c'est le doigt dans l'engrenage. Parce que chaque sacrifice sera un engagement supplémentaire qui la poussera à maintenir la relation pour rester cohérente. L'histoire de Debra et John est une histoire vraie qui a été adaptée par Netflix. Debra était une femme d'affaires brillante et John un criminel minable. Pourtant, le piège de l'engagement cohérence a poussé Debra à rester avec lui, même après qu'il l'ait escroqué de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Wow. Et même après qu'il lui ait admis être un criminel. Wow. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le besoin de cohérence, le besoin d'aligner nos actes, nos paroles et notre vision du monde est un besoin extrêmement puissant. C'est le principe d'engagement-cohérence qui détermine la quasi-totalité de nos choix. D'une part parce que pour nous-mêmes, nous aimons nous percevoir comme des personnes fiables et stables, et d'autre part parce que nous aimons que les autres nous perçoivent comme des personnes fiables et stables. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à s'engager dans une mauvaise voie, le principe d'engagement-cohérence nous pousse à nous empêtrer toujours plus profondément. Et donc, il faut être vigilant à deux types d'engagement. Un, l'engagement social. Quand Debra dit à sa famille et à ses amis que John est merveilleux, elle s'engage à être cohérente avec ses paroles. Et deux, l'engagement personnel, autrement dit, les sacrifices. Quand Debra s'isole de ses amis pour John, elle fait un petit sacrifice et aura tendance à en faire d'autres toujours plus gros pour rendre les premiers sacrifices précédents cohérents. Yomi a expérimenté le même processus que Debra, mais vis-à-vis du dropshipping. Au début, c'était cool. Un premier business de dropshipping qui rapporte de grosses sommes, puis Yomi s'est engagé plus profondément avec plusieurs boutiques de dropshipping, puis une petite équipe pour gérer tout ça. Ensuite, encore plus profond, il passe de dropshipper à formateur en dropshipping. Il s'affiche dans un reportage sur une chaîne suisse, donne des conférences. Je me suis dit, s'il y a autant de personnes qui ont réussi à changer leur vie, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Mais chacun d'entre vous, vous pouvez réussir. Et cartonne sur YouTube. En parallèle, les médias s'emparent du phénomène dropshipping, dénonçant les dérives et leur associent injustement Yomi. Yomi aurait pu reconnaître qu'en effet, faire de l'argent pour faire de l'argent avec le dropshipping, ce n'est peut-être pas la pratique la plus éthique du monde. Mais pour Yomi, il est déjà trop tard. Il est déjà trop engagé pour tourner sa veste sans passer pour une girouette. Yomi est pris dans le piège de l'engagement-cohérence. Alors, à la manière de Debra, il s'engage encore plus profondément et devient numéro 1 dans une pratique que j'appelle la philanthropie du spectacle. À la manière de ces TikTokers qui donnent de l'argent aux SDF pour faire des vues, Yomi paye votre loyer, parce que la vie des gens normaux, c'est dur. Il engage aussi sa famille en leur offrant des montres et des voitures de luxe. Et tout juste un mois après sa vidéo sur sa dépression, il nous a présenté sa nouvelle fondation au Nigeria. Mais le comble, c'est que dans la même vidéo, il s'achète une montre à 40 000 euros, puis une deuxième à 150 000 euros. Le piège de l'engagement-cohérence a éloigné son moi de son soi inconscient. Et plutôt que de dire stop, Yomi est allé de plus en plus loin, laissant de plus en plus de place à son ego. Mais alors, comment Yomi pourrait sortir de ce piège de l'engagement-cohérence? Alors que ça fait des années qu'il martèle le même message, qu'il a impliqué directement sa propre famille, et que c'est grâce à ça qu'il est arrivé au sommet. En fait, d'avoir donné toute ma vie au rap et à ma carrière, ça m'a conduit au sommet. Le problème, c'est qu'en fait, au sommet, il fait froid, t'es seul, et au final, tu vas pas bien.
Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas Diams, Diams, c'est une légende du rap français. T'as l'appétit des tout petits, je te rappelle que c'est mon zénith. Meilleur album, meilleure artiste féminine, meilleure chanson aux Energy Music Awards, et j'en passe. Mais, au fur et à mesure que son succès grandissait, sa dépression et ses envies suicidaires augmentaient. Diams est allée jusqu'au burn-out. Mais un beau jour, elle s'est mise à prier avec une amie. Quelques semaines plus tard, elle se convertit à l'islam. Des photos volées de Diams voilée ne tardent pas à faire le tour des médias, et comme vous pouvez l'imaginer, son public l'a pris comme une trahison. Ses ventes se sont écroulées du jour au lendemain, et Diams n'a jamais refait de musique. Pourtant, aujourd'hui, Diams a trouvé sa vraie place et vit en paix et en harmonie. Même si elle et Yomi ont performé dans des univers totalement différents, ils ont tous deux été pas très bien dans leur peau, et dans leur moment de dépression, ils sont tous deux tombés dans le piège de l'engagement-cohérence en convertissant leur mal-être en volonté pour performer toujours plus dans un travail qui les éloignait de leur soi inconscient. Et c'est exactement pour ça que l'islam a été une bouée de sauvetage idéale pour Diams, parce que devenir croyant, ça résout à la fois le problème de sens. C'est comme si en fait ma vie, qui n'avait aucun sens, elle prenait un sens immense. Et ça comble le besoin d'amour et d'appartenance. Et ma mère lui a dit bienvenue dans l'islam, comme si l'islam c'était notre petit F3 de Pantin, tu vois. Mais c'était vraiment un moment super convivial, super chaleureux. On l'a pris dans nos bras. C'était hyper beau. C'était hyper fort. Alors oui, Diams a dû faire une croix sur un accomplissement personnel incroyable, mais aujourd'hui, elle s'accomplit 100 fois plus, même s'il n'y a pas de caméra autour. Une fille est enfin personne. C'est en devenant personne et en faisant taire son ego qu'elle a pu réaligner son moi et son soi pour vivre en paix. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Salam, le titre de son reportage sur Prime Video. Mais alors, est-ce que Yomi devrait se convertir à l'islam? Peut-être, mais j'ai mieux à lui proposer. Contrairement à Diams qui écrivait des textes pour le plaisir, avec un succès qui lui est plus ou moins tombé dessus, Yomi lui est un compétiteur dans l'âme. Il a besoin de performer. C'est pour cette raison que je lui déconseillerais d'abandonner son business, mais plutôt de le faire pivoter. Parce qu'aujourd'hui le problème de Yomi, c'est qu'il adopte une philosophie qui n'est pas en alignement avec son soi bienveillant. Cette philosophie maladaptative, on pourrait l'appeler Goodman. Vous ne suivrez pas les règles du jeu, vous ferez ce qu'il refuse de faire, vous serez plus maligne, et au final vous allez l'emporter. Ils sont au 35e étage. Vous serez au 50e et vous les toiserez tous de là-haut. C'est l'appartement qui est tout en haut d'une tour. Et plus vous montrez, plus ils vous détesteront. Vous n'avez pas tellement d'importance à leurs yeux. Et alors, qu'ils aillent se faire... Yomi en est là, il est au 50e étage de la tour et ne trouve plus de sens. Alors après tout, pourquoi ne pas sauter et en finir ? L'alternative, ce serait de prendre l'ascenseur et de s'arrêter au bon étage, là où se trouve sa vraie place. Et voici comment Yomi pourrait s'y prendre en 2 étapes. 1. Arrêter de toute urgence la philanthropie du spectacle. Faire plaisir aux gens qu'on aime, payer le loyer d'un inconnu et créer une fondation, c'est top, mais ces bonnes actions perdent tout leur sens si elles sont instrumentalisées dans le marketing d'un business. A l'inverse, une émission qu'il doit maintenir, c'est son podcast avec Oussama. Ça comble en partie son besoin social grâce à l'amitié qu'il consolide avec Oussama, et Oussama est assez intelligent et persuasif pour susciter des petits déclics chez son ami Yomi. 2. Trouver le projet sur lequel pivoter. Saviez-vous qu'avant de fonder Amazon, Jeff Bezos avait suivi la voie conventionnelle du succès? Il a obtenu un diplôme dans une université prestigieuse, puis il est allé travailler à Wall Street dans la finance. Pourquoi? Parce que son père n'avait jamais eu la chance d'aller à l'université, ni de travailler dans un domaine stable et respecté. Alors, il a poussé Jeff dans cette voie. Pourtant, à l'âge de 30 ans, Jeff décide d'écouter son instinct. Il troque sa place en or pour s'enfermer dans son garage et créer une librairie en ligne à une époque où Internet était à ses balbutiements. Mais surtout, personne n'achetait quoi que ce soit en ligne. Pourtant, la suite de l'histoire, on la connaît tous. Et donc, à la manière de Jeff Bezos, qui a d'abord réalisé le rêve de son père, est-ce qu'en voulant faire de l'argent coûte que coûte depuis qu'il a 7 ans, Yomi ne serait pas en fait en train de réaliser le rêve de son père? Père qui, rappelez-vous, a fait tous les sacrifices pour immigrer en Suisse, le pays où les habitants sont de très loin les plus riches du monde. Ça fait depuis des années que j'ai l'idée d'ouvrir une boîte de nuit ou un resto ou un truc.
Et je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mon père avait une boîte de nuit à un moment, il avait un restaurant aussi à un moment. Si j'ai raison, alors Yomi doit faire comme Jeff Bezos, se libérer de cette quête qui n'est pas la sienne et trouver sa propre vocation. J'imagine d'ici une entreprise cofondée par Yomi et Oussama, YoIA. Le produit pourrait être une intelligence artificielle open source. YoIA assurerait la bienveillance de l'intelligence et ferait fortune grâce à la vente de plugins. Et si le projet échoue, ils pourront toujours rejoindre Diams. Et si comme Yomi, vous aussi vous vous sentez un peu perdu parfois et que vous souhaitez trouver votre vraie place, alors j'ai sorti les 7 lois de la revanche. Bon, ça s'adresse plutôt à des gens comme Oussama, des gens qui se seraient fait rejeter par leur famille, mais dans tous les cas, vous y trouverez de bons conseils et une méthode pour réaligner votre moi et votre soi. C'est gratuit et ça se trouve sur 7lois.fr ou en lien dans la description.